Bonjour, ici Paul Dontigny de Investissement PDJ et bienvenue à ma chronique vidéo. Alors, on continue de parler de crise aujourd'hui. Évidemment, vous avez eu les nouvelles au sujet de JP Morgan qui annonçait des pertes. Et je vais faire un petit rappel là, que la crise financière, l'aspect produits dérivés de cette crise-là a été annoncé pour la première fois en 2007 quand un hedge fund de Bear Stearns, qui était une des 5 plus grosses firmes de courtage américaines, a annoncé qu'ils n'étaient plus capables de sauver leurs fonds et qu'ils avaient besoin d'aide et qu'il y avait des transactions qui sont énormes pour le système financier. Donc, il y avait des problèmes de liquidité et un danger pour le système. En 2005, Alan Greenspan a annoncé que le Fannie Mae, dans un discours public, là, que Fannie Mae représentait un risque systémique pour les États-Unis. Alors, ce n'est pas quelque chose que le président de la Banque centrale veut dire, mais il a vu déjà le risque. Alors, quand on nous dit « Ah, ils n'ont pas vu les risques, ils se sont trompés, ils font ci, ils font ça », ça fait longtemps qu'ils savaient qu'il y avait des gros problèmes. On en parlait même en 2003 et même avant ça. Donc, l'annonce de JP Morgan, c'est une transaction qui date de plusieurs mois ou peut-être années. Et ça confirme mes analyses. On n'a pas toutes les informations au niveau des contrats de ces firmes-là. Et c'est difficile de faire des analyses très détaillées. Alors, on fait des estimés, on fait des guesses, comme on dit en anglais, là. Et c'est bon d'avoir des nouvelles qui confirment qu'on est sur la bonne voie quand on fait ce genre d'analyse-là. Et c'est ce qui se passe. Alors, la perte officiellement a été annoncée à 2 milliards de dollars. Et on a essayé un petit peu de passer ça en douce, mais ça n'a pas passé. Les estimations varient énormément parce qu'entre autres, c'est une transaction qui n'est pas terminée. Et donc, j'ai vu un estimé de Morgan Stanley qui estimait la perte finale là, quand tout ça va être terminé autour de 4 milliards de dollars. Et la cause, c'est des transactions sur les produits dérivés, notamment ce qu'on appelle les Credit Default Swap. On nous dit que c'est des transactions sur des titres qui ont été achetés pour se hedger, pour faire de l'arbitrage, pour se protéger. Et là, on avait acheté aussi des protections sur les protections. Alors, des Credit Default Swap, de Credit Default Swap. Si vous ne comprenez pas, là, inquiétez-vous pas, vous faites partie du 99,99% de la population. Alors, je vais essayer d'être. Je n'irai pas dans ces genres de détails-là aujourd'hui, je vais essayer d'aller assez rapidement. Ce n'est pas une transaction, là. Ce n'est pas comme si on achète beaucoup des actions de Nortel sur marge et que là, le prix n'arrête pas de tomber, ou un groupe de transactions, on achète et puis là, on rachète, on rachète. C'est plus des systèmes de transactions basés sur des modèles mathématiques complexes. Et on essaie de transiger, en réalité, là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne pas juste de la protection. On essaie de transiger des différentiels de taux d'intérêt sur des montants astronomiques. Alors, bref, ce système-là, c'est ce système-là qui est brisé officiellement depuis 2007-2008, mais qui était déjà, qui avait des faiblesses là, depuis les années 2002-2003. Donc, sans aller dans le détail, encore une fois, j'apporte l'attention sur ce point-là ici. C'était un hedge de hedge. Alors, on s'est assuré, puis on a acheté une assurance sur notre assurance. C'est très nébuleux, mais c'est une des raisons qu'on a données là, pour les problèmes dans cette crise-là. Et on nous a dit aussi, bien, il y a des filiales de JP Morgan qui transigeaient d'une façon, et il y a d'autres filiales qui transigeaient d'une autre façon. Ça, c'est possible dans une grande institution financière. Ce n'est pas tout le monde qui se parle, mais ça, c'est des produits qui sont très privés, qui ne sont pas sur les marchés publics. Alors, il y a un questionnement. On nous dit, par exemple, il y a un fonds mutuel qui a acheté ce que JP Morgan vendait. C'est un fonds mutuel géré à l'intérieur de JP Morgan. Alors, je ne sais pas si c'est relié, je ne sais pas si c'est ça. Il y a eu des nouvelles qu'il y avait peut-être une enquête du FBI. J'espère que ce n'est pas des rumeurs, là, je ne veux pas dire quelque chose de faux, mais s'il y a des entités à l'intérieur de la firme qui ont acheté ce que l'autre vendait, à ce moment-là, il y aurait possiblement lieu à enquête. Et donc, je reviens pour pas trop parler de détails, mais pour vous donner une idée là, du big picture en bon français. Alors, pour vous donner une idée des produits dérivés, qu'est-ce que ça signifie? JP Morgan, les actifs totaux au bilan de la compagnie, c'est 2300 milliards, okay? 2,3 billions.
Les produits dérivés, au bilan, on ne voit pas un poste qui s'appelle produits dérivés. Donc, dans les prêts, dans les emprunts, dans toutes sortes de leurs opérations, quelque part, dans certains actifs, il y a des produits dérivés. Il faut aller aux notes aux états financiers pour trouver. Et là, dans le monde des produits dérivés, il y a un jargon. Et on parle de valeur notionnelle. Alors, par exemple, si je vous dis, vous achetez une obligation de 100 $ et cette obligation-là vous paye 3 $ par année d'intérêt. Alors, on pourrait dire qu'on a un intérêt de 3 $ basé sur une valeur notionnelle de 100 $. C'est ça qu'on veut dire. Alors, la valeur notionnelle des produits dérivés sur lesquels les transactions sont faites dans JP Morgan, c'est 71 000 milliards. Okay? Au bilan, ils ont 2 300 milliards. La valeur notionnelle des produits dérivés dans lesquels ils font des transactions, c'est 71 000 milliards. Et ce qu'on nous dit, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de ces produits-là qui sont hedgés, qui sont protégés, parce qu'il y en a un qui fait de l'argent à la hausse, l'autre fait de l'argent à la baisse. De toute évidence, ils se sont trompés encore une fois, mais dans leur hedge, et c'est ça qui a créé la crise, encore une fois, mais on nous dit toujours qu'il n'y a pas de problème. Seulement les swaps, ce qu'on appelle le monde des swaps, parmi ce 71 000 milliards-là, il y en a 38 700 milliards qui sont reliés à des titres de revenus fixes. Et il y en a d'autres aussi qui sont reliés aux titres de revenus fixes, mais ça, c'est une partie, les swaps. Et dans les swaps, il y a les credit default swaps. Et donc, il y a 5 800 milliards de valeur notionnelle de credit default swap dans les notes aux états financiers de JP Morgan. Alors, la perte de 2 milliards, 2 milliards sur une valeur notionnelle de 5 800 milliards. OK? Alors, encore une fois, quand on parle à des experts qui ne font que ça et nous disent « Ah, le 5 800 milliards, ce n'est pas important. » Moi, ce que je vous dis là, depuis des années, c'est que c'est important et ils sont en train de démontrer que c'est important. Donc, encore une fois, pour avoir une perspective, essayez c'est des milliers de milliards, là, notre cerveau n'est pas fait pour comprendre ça. Alors, le marché obligataire total, la totalité des obligations des gouvernements, des villes, des compagnies, le marché mondial des obligations vaut à peu près 95 000 milliards. Les produits dérivés, swaps et autres, qui sont reliés à des revenus fixes dans les notes aux états financiers de JP Morgan, ont une valeur notionnelle de 60 000 milliards. Alors, je vous demande, ils hedgent quoi au juste? Okay? Si ils hedgent autant que ça, puis si on additionnait les autres banques, ça veut dire qu'ils vendent de l'assurance sur des obligations pour des montants plus élevés que la valeur totale des obligations. Il faut être honnête, il n'y a pas juste des credit default swap là-dedans, comme c'est peut-être 15 20 mais quand même, il y a beaucoup de transactions sur des taux d'intérêt qui sont basés sur une valeur notionnelle d'obligation. Et en fait, il y a plus de contrats qui existent d'obligations sur la Terre. Alors, je vais vous donner un exemple de credit default swap très, très simplifié. On pourrait acheter, par exemple, une obligation de GM, j'ai pris le nom par hasard, là, et on pourrait s'acheter une assurance. Donc, on achète une obligation de GM et GM nous dit on vous rembourse 1 000 $ dans 5 ans. Et entre-temps, on vous paye 5 %. Alors, on pourrait acheter une assurance qui dit que si la valeur de 1 000 $ tombe en bas de 900 $ d'ici à 5 ans, bien, celui qui nous assure va nous rembourser la différence. Donc, si la valeur tombe à 700 $, ils vont nous rembourser 200 $. Donc, et puis, nous, on va avoir payé pour avoir cette assurance-là, donc on perd le prix de l'assurance. OK? Donc, ça veut dire qu'on peut acheter une obligation et être assuré qu'elle ne tombe pas en bas d'un certain prix. Donc, on a moins de risques et c'est ça le bénéfice des produits dérivés. C'est ça le vrai bénéfice des produits dérivés. La question, c'est qu'est-ce qui arrive à celui qui nous assure? Quand on achetait des protections d'une compagnie d'assurance, par exemple Lloyd's of London qui vendait des assurances pour à peu près n'importe quoi, les artistes assuraient leurs cheveux, bien, on sait qu'il y a une structure de compagnie d'assurance et de réserve et d'étalement du risque à travers plusieurs assureurs pour qu'ils soient capables de payer. Et évidemment, ils n'assurent pas tous des risques qui vont se produire en même temps.
Le problème dans les produits dérivés, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions qui étaient protégées par les mêmes assureurs ou les mêmes vendeurs d'assurance qui n'étaient pas nécessairement des compagnies d'assurance. Et quand il y a eu un gel dans le système, bien, personne n'était capable de payer l'assurance qu'ils avaient promis. OK? L'autre question, c'est qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un s'assure? Donc, il achète de l'assurance, mais il n'a rien à assurer. Okay? C'est de la spéculation. Alors, il y a des gens qui nous assurent et qui ne sont pas des compagnies d'assurance. Puis il y a des gens qui achètent de l'assurance, mais qui n'ont rien à assurer. Alors, ils spéculent sur des fluctuations de prix de ces produits-là parce qu'ils n'attendent pas la fin de la période d'assurance. Ils revendent l'assurance à quelqu'un d'autre. Okay? Donc, on transige des contrats d'assurance. Okay? Alors, c'est très compliqué et vous pouvez réécouter si vous voulez. Je vais essayer dans les prochaines semaines de faire d'autres vidéos pour illustrer chacun des points de façon plus précise. Mais c'est ça le centre de la crise. La crise a commencé dans les années 90 et elle se poursuit. Alors, en ce moment, je crois qu'il y a une nouvelle phase qui commence, notamment avec JP Morgan, plus de réglementation. On va commencer à voir les réactions dans les marchés. Alors, protégez vos portefeuilles et on se reparle très bientôt.